up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right. Bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si jamais vous n'êtes pas trop en pleine forme, ben j'ai une invitée spéciale aujourd'hui qui va vous aider, un peu comme moi, avec notre mission de vous aider à prendre soin de votre santé de façon holistique pour vous amener plus de bien-être dans votre quotidien. Donc, c'est toujours la mission du podcast résumé très rapidement. Et comme je disais, l'invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un d'extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer en Italie. Rien de moins. Dans le cadre de la retraite de Mireille Massé, Immersion Empower au féminin, où est-ce qu'il y a d'autres femmes sur le podcast que j'ai invitées, dans le fond, Dr. Catherine Bouchard, il y a Caroline Thériault, Caroline Haro. Fait qu'on est dans la vibe des gens que j'ai rencontrés en Italie qui m'ont beaucoup inspirée, avec qui j'ai eu des super belles conversations et que, bien sûr, moi, j'étais comme, je dois vous inviter sur le podcast. Donc, je reçois aujourd'hui Ariane. Ariane, bienvenue sur le podcast. Tu fais partie des gens pour qui j'ai eu un coup de cœur en Italie grâce à certaines conversations qu'on a eues. Puis j'étais comme, ouais, les gens qui m'écoutent sur le podcast doivent entendre ça. Et on va plonger dans ce sujet-là aujourd'hui, bien sûr, ce grand sujet-là qui est la santé des femmes. Mais officiellement, Ariane Ouellette Descostes, bienvenue sur le podcast. Merci Claudia, c'est vraiment un super grand plaisir d'être ici ce matin pour parler avec toi de santé globale. Et effectivement, c'était une rencontre incroyable avec ce groupe de femmes en Italie. Donc, j'ai bien hâte de discuter aujourd'hui. Oui, c'est ça. On comme poursuit la discussion. On a jasé beaucoup, entre autres, parce que toi, tu es médecin avec une expérience vraiment variée. Tu as été médecine plus en niveau urgence. Tu fais de la médecine préventive aussi. Tu m'as jasé que tu as habité aussi à Londres, au UK. Fait que moi, la fille qui aime voyager puis qui aime explorer le monde, j'aime ça entendre des aventures nomades aussi. Que ça soit professionnel, personnel, un peu des deux ensemble avec les enfants. Donc, vraiment un beau parcours de vie. Et là, ton plus récent projet, c'est vraiment justement de te spécialiser dans tout ce qui est, c'est ça, santé des femmes, niveau hormones, la fameuse préménopause, ménopause et tout ce que ça implique. Et plus que ça, bien sûr. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais que tu nous parles de la belle plateforme à laquelle tu es, je pense, c'est directrice médicale, si c'est ton titre, mais qui est vraiment ton projet actuel, que c'est là que moi, ça m'a fait comme ding-ding. À chaque fois que je fais des épisodes sur la préménopause, ménopause, les femmes adorent. Donc, on va jaser de ça avec une médecin en plus. Ça va être awesome. Oui, mon Dieu, beaucoup de sujets. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, la vie m'a amenée à diriger une nouvelle plateforme de santé virtuelle qui focus vraiment sur essayer d'aider les femmes à traverser cette période de vie qui peut être assez chaotique, qui est la transition ménopausique et les années aussi de périménopause qu'on parle de plus en plus. Puis je trouve ça vraiment fascinant de développer quelque chose de nouveau, d'innover. Puis comme tu l'as dit, j'ai vraiment un parcours un peu atypique comme médecin aussi. Puis j'aime bien penser un peu autrement, un peu dans ma vie. Je pense que j'ai toujours été drivée par ça. Ça a commencé avec mon école alternative au primaire. Je pense qu'il m'a amené à essayer de tout le temps questionner, trouver des solutions, créer des projets. Et puis, la vie m'a amenée durant mes années de médecine. Donc oui, j'ai commencé vraiment, en fait,
une bonne quinzaine d'années à travailler plus dans un milieu d'urgence. Ma formation à la base, c'est en médecine de famille. Puis c'est un peu pour ça aussi que je l'avais choisi, en sachant que je pouvais, au travers des années, peut-être moduler ma pratique puis m'ouvrir à d'autres champs d'intérêt. Mhm. Ça fait au moins 5-6 ans que je me penche beaucoup sur tout ce qui est médecine préventive, effectivement. Et puis, j'ai passé 3 ans justement au UK à Londres très récemment, ce qui m'a permis de prendre aussi ce pas de recul-là sur la médecine, sur la vie en général, sur la santé, puis de faire plein de formations un peu dans le même esprit, comme on dit, là, en santé globale, en santé préventive, en ce qu'on appelle le lifestyle medicine, donc la médecine du mode de vie. Mhm. Et puis, mon retour au Québec l'an dernier m'a amené à faire des super belles rencontres et à créer cette plateforme, donc à joindre, dans le fond, tout ce qui est la médecine du mode de vie à la santé de la femme en périménopause, ménopause, mais qui s'étend, dans le fond, vraiment, c'est des thèmes qui se retrouvent à tous les âges, là. Mhm. Donc, voilà. Alors, la plateforme, ben, si tu veux que j'en parle un peu plus, dans le fond, Mhm. effectivement, c'est 100% virtuel. Ce qu'on essaie de créer, c'est vraiment un support global, un accompagnement. Donc, c'est vraiment complémentaire à ce qui se fait en ce moment en médecine, mais en essayant d'être un peu dans l'innovation, puis apporter un support que beaucoup de femmes ne trouvent pas en ce moment, malheureusement, dans le réseau de la santé, Mhm. qui craque de partout et qui est aussi un système de santé, puis même la médecine que j'ai appris centré sur le curatif. Donc vraiment, on fait un diagnostic d'une maladie, puis ensuite on oriente pour traiter et soigner. Donc on n'est pas du tout dans la prévention. Puis même si le ministère récemment a quand même mis en priorité la prévention, il n'y a aucun budget qui est accordé. Donc, beaucoup de femmes ont des questions, puis en fait des hommes aussi, mais bon, aujourd'hui, on se concentre sur la Mhm. ménopause, puis la santé des femmes, mais tu sais, c'est un peu le problème qu'on a en ce moment, je trouve, Ouais. dans le système de la santé, c'est qu'il y a les patients ont plein de questions, puis ben, on n'a pas le temps d'y répondre. Donc, Mhm. ils se retournent vers toutes sortes d'options. Parfois, même en ce moment, on est bombardé d'informations en ligne. On ne sait plus comment s'y retrouver. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire un peu chez Coral. Mhm. Ouais, je vais mettre le lien dans la description du podcast. Allez voir ça. Donc, ça, tout est facilement accessible en mode virtuel. Même votre branding, il donne le goût. Tu sais, c'est super beau, c'est bien fait. Ça semble vraiment facile à utiliser. Et de ce que j'entends, c'est vraiment ça, c'est d'aider les femmes à avoir des réponses que souvent ils ont pas. Et moi, je le vois beaucoup avec mes clientes parce que c'est ça la plupart de ma clientèle cible ou même des conversations que j'ai. Et même moi, j'ai 35 ans, j'ai plusieurs amies qui sont plus vieilles aussi, 40, 45, 50 ans. Et c'est souvent une frustration très commune de j'ai des choses qui se passent dans mon corps, j'ai des transformations, je sens que j'ai des ajustements, je me reconnais plus, je fais la même affaire que je faisais avant, puis ça donne plus les mêmes résultats. Je m'en vais voir mon médecin, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a, ils me disent que c'est normal. Je veux avoir des prises de sang peut-être plus poussées, je veux avoir plus d'informations, mais je suis frappée souvent à des murs, à de la résistance et j'ai pas plus de réponses. Je suis obligée d'aller au privé ou quoi que ce soit, ou juste rester frustrée et vivre avec ces symptômes-là. Donc, ce que j'entends, ça fait partie de votre mission première, justement, de ce genre de profil de femmes, d'aller leur donner justement des pistes de solutions, de réflexion et éventuellement, justement, de réponses à leurs questions. Oui, complètement. Puis c'est vrai que souvent les femmes, en fait, quand ils vont voir leur médecin, ils se font dire tout est beau. Puis c'est vrai que tout est beau parce que dans le sens que il y a pas de maladie. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de maladie que un, on n'est pas en santé, puis deux, on n'a pas des symptômes ou on n'en souffre pas. Ouais. Donc moi je dirais que avec cette occasion que j'ai aussi de parfois passer entre 30 et 60 minutes selon les programmes là ou la rencontre avec mes patientes, mais j'ai le temps amplement de faire le tour de la question, de Mm. creuser, de leur expliquer, de vraiment essayer de répondre à leurs questions. Puis j'ai pas les réponses à tout non plus, mais quand c'est dans une discussion ouverte et de partage, même quand on n'a pas les réponses, quand on sent une ouverture puis une écoute, déjà il y a beaucoup de symptômes après qui Tellement. donc, tu sais, déjà de calmer un peu l'inquiétude, de dire Ouais. oui, c'est pas anormal ou t'es pas la seule à vivre ça ou ces Mhm. symptômes-là. Mais après, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer? Puis, tu sais, de se pencher beaucoup sur justement le mode de vie puis d'avoir cette réflexion-là. Euh, c'est souvent le point de départ de justement régler quelques symptômes.
et accompagné parfois, oui, d'hormonothérapie, mais de bien comprendre que c'est pas nécessairement une réponse à tout non plus. Et Mhm. puis, le luxe que j'ai, moi, comme médecin, de travailler, en fait, ce qu'on essaie de faire un peu, puis tu sais, on en a parlé dans la retraite et tout, ce qu'on appelle la santé intégrative. Ouais. La santé intégrative, c'est vraiment de travailler en équipe, puis pas en silo. Donc, les différents professionnels de la santé, puis même en médecine, il faut vraiment faire attention parce que le Collège des médecins veut protéger le public, puis c'est fantastique, mais dès qu'on parle à des gens qui ne font pas partie d'un ordre professionnel, en effet, faut vraiment faire attention à comment on communique l'information. Par contre, je pense que, exemple, chez Coral, on inclut ce qu'on appelle des coachs santé. Mhm. Donc, il n'y a pas d'ordre professionnel spécifique à des coachs santé, mais il y a quand même une manière, je pense, de communiquer puis d'essayer de vraiment aider les femmes à avoir cette réflexion-là et à aller plus loin. Puis, bon, avec une infirmière. Donc, comme pour un médecin, d'avoir une équipe aussi qui te supporte, Mhm. qui peut communiquer avec la patiente puis d'être en constante communication à travers les semaines, les mois, pour être sûr que tout va bien, puis que s'il y a des effets secondaires d'un médicament ou d'une prescription ou qu'elle a des questions, qu'on soit capable de lui répondre. Donc, ça augmente la disponibilité en même temps. Alors, c'est vraiment, vraiment fantastique. Puis, tu Ouais. as dit quelque chose d'intéressant aussi. Je pense qu'on peut s'en aller là un peu. C'est, hey, je faisais tout le temps la même chose. Tu sais, je veux dire, même pas. Je mange la même chose. Puis, coudonc, mon corps, il réagit pas de la même manière. Puis, Mhm. que ce soit au niveau de l'énergie, du sommeil, du changement corporel. Moi, j'aime moins parler de poids là, parce que je trouve que bon, c'est un gros sujet puis c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que beaucoup de femmes vers la ménopause trouvent que d'un coup, elles épaississent au niveau du ventre. Tu sais, c'est vraiment Mhm. le symptôme quand on parle du poids qui revient très, très, très souvent. Donc, il y a plein de choses qui changent physiquement au niveau corporel puis que les femmes comprennent pas. Puis, souvent, elles se disent, comme tu as dit, tu sais, je fais tout le temps tu sais, je fais la même chose, ça se peut pas, ça se peut pas. Il doit y avoir quelque chose qui cloche, mais non, il y Mhm. a vraiment des changements physiologiques qui se passent dans la majorité du temps dans la quarantaine. Ouais. Euh, donc, ben, je pense que ça, vous en avez déjà parlé peut-être à ton podcast, là, que, tu sais, Ouais. la ménopause, c'est 51 ans à peu près. Entre 45 et 55, c'est pas mal l'âge normal. Ça peut arriver entre 40 et 45. Mhm. C'est assez précoce. Puis, les symptômes de périménopause, préménopause, changements hormonaux peuvent arriver jusqu'à 8, 10 ans, même avant la ménopause, le Ouais, plus ouais. souvent entre 4 et 8 ans. Mais ça peut commencer tôt. Puis même quand on n'est pas en préménopause ou périménopause, je le constate, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent des changements hormonaux assez drastiques après Mhm. des grossesses, tu sais, dans la Ouais. trentaine. On dirait que, tu sais, le corps est un peu comme en secousse. Puis même là, c'est des femmes qui souvent trouvent pas leur réponse en ce moment auprès de leur équipe médicale traditionnelle. Mhm. Puis que c'est quand même, bon, plus difficile aussi à accompagner, mais Ouais. ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas juste, paf, ça arrive à 50 ans. Je veux dire, il y a tellement une période avant ça qui commence Mm, plus jeune souvent qu'on pense ou qu'on s'attend. Donc, c'est ça. Moi, j'ai eu des amis, là, fin trentaine, il y avait toutes sortes de symptômes, puis je me disais, ben non, t'es ben trop jeune pour être en ménopause. Peut-être mm, en ménopause, mais en mm, périménopause, la période mm, avant, t'es peut-être déjà dedans pour plein de raisons, tu sais. Donc, mm. effectivement, tu sais, je te l'avais dit, on a eu différentes conversations sur le podcast là-dessus. J'ai reçu Véronique Bourbeau, entre autres, je sais pas si tu la connais, c'est une Mhm. Oui, naturopathe. Puis c'est tout ça, à fait. pourquoi on engraisse justement en ménopause, tu sais. Donc, on a Ouais, vraiment parlé de ça. Donc, c'est super ouais. pertinent puis intéressant. Puis comme tu as dit, ça amène une espèce de soulagement pour les femmes de comprendre que, hey, c'est normal puis très très commun de prendre un petit peu de gras, tu sais, puis ce gras-là, il est là pour une raison, pour me protéger, puis je peux faire des choses justement dans mon mode de vie pour pas que ça soit 20 livres, puis que ça reste peut-être à 3 4 livres, tu sais. Donc effectivement, je Mhm. pense que d'avoir de plus en plus de conversations là-dessus, ça fait juste comme nous donner un câlin, tu sais, comme OK, ça va. C'est C'est ça. normal, t'es pas folle, tu sais, puis tes Exact. symptômes, ben ils sont valides, puis comment tu te sens, c'est valide. Et justement, Mm, il y a des plateformes comme la tienne et des ressources comme des podcasts comme on fait aujourd'hui qui peuvent les aider. Ceci mm, étant dit, je veux revenir à quelque chose que tu as mentionné. C'est pas parce que tout est beau, qu'il n'y a pas de maladie, que ça veut mm, dire que tu es en santé puis que tu n'as pas de symptômes. mhm, Et mhm, tu m'as mentionné aussi les plages de référence par rapport à des labos qui sont optimales versus normales. Des fois, mhm, on a, par exemple, des retours de prise de sang ou de tests que, ben non, ta thyroïde est correcte, ben non, mm, ton hypertension est correcte, ou ta tension plutôt est correcte, ben non, mm, tu fais pas de diabète de type 2 ou peu importe. Mais ça veut pas nécessairement dire que les chiffres qu'on reçoit puis que nos résultats, on est dans la santé optimale. On n'est peut-être juste pas encore dans la maladie,
mais c'est là que la prévention devient super pertinente. Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, effectivement. Moi, c'est vraiment, vraiment mon approche de la santé puis de la santé préventive. Puis c'est pas en médecine, on a beaucoup peur de faire peur aux gens, puis que si on leur dit que leurs chiffres sont pas parfaits, ils se mettent à paniquer, puis tout ça. Mais en même temps, si on y va avec douceur, puis avec explication, puis plus en mode comment est-ce qu'on peut optimiser votre bien-être, puis votre santé à long terme, mais aussi votre vitalité. Puis moi, c'est comme ça que je fonctionne un peu aussi, tu sais, quand une patiente vient me voir puis elle se sent pas bien, ben oui, il y a des symptômes, mais il y a aussi comme des symptômes physiques, il y a un manque d'énergie. Donc, d'essayer de voir, mais qu'est-ce qui te ferait du bien à toi? Puis en regardant parfois ces labos-là, ça peut les prises de sang, ça peut nous orienter un peu sur des raisons de pourquoi il y a des symptômes qui se développent. Puis effectivement, tu sais, quand on parle des résultats de laboratoire, bon, qui est une des choses que je regarde pour voir la santé globale, la prévention, quand tu regardes OK, c'est quoi un résultat normal, pas normal? Premièrement, quand on regarde selon où ça vient d'un laboratoire à l'autre, même les plages de référence normales vont varier énormément d'un labo à l'autre. Ça dépend pour quel labo. Il y a des labos qui sont plutôt dans une plage de référence vitale, exemple le sodium. Donc le sodium, je veux dire, ça c'est assez fixe pour peu importe quel labo, puis c'est une mesure que moi à l'urgence j'utilisais. Si t'es en bas ou en haut, ben tu vas être dans le coma. Si ton sodium il est pas dans la plage de référence. Donc ça, c'est pas un labo qu'on regarde en mode OK, c'est quoi le range optimal. Tandis qu'il y a d'autres valeurs. Et aussi, là où la nuance manque, c'est vraiment homme versus femme. Puis on sait que biologiquement, c'est différent. Puis on fait pas cette distinction-là. Il y a certaines prises de sang qu'on aimerait plus préciser en mode c'est quoi les valeurs optimales. Malheureusement, il manque des recherches. Exemple, la vitamine D. Je trouve que ça, c'est quand même un grand débat. Est-ce qu'on en prend, on n'en prend pas? Est-ce qu'on le dose pas? C'est quoi la plage de référence normale pour une vitamine D? Puis le problème, en fait, c'est que, on sait que la vitamine D, il y en a très, très peu dans l'alimentation. Donc, il y a des bonnes chances qu'on en mange, premièrement. Deuxièmement, on vit dans un pays plutôt nordique ou froid, où il y a beaucoup de soleil. La vitamine D, on en prend surtout avec l'exposition au soleil. Puis maintenant, les gens aussi ont peur. Bon, on a peur du cancer de la peau, donc on se protège du soleil, on se met de la crème et tout. Bon. Ensuite, la majorité des études ont été faites sur quelle dose je prends, mais pas sur c'est quoi les niveaux sanguins. Donc, il y a différentes personnes qui en parlent aujourd'hui, puis on essaie vraiment d'avoir une plage de référence optimale. Mais on voit que il y a quand même des grandes variabilités selon les gens sur comment ils l'absorbent quand ils en prennent. Puis oui, en le dosant, parfois on trouve des gens que leur vitamine D est vraiment, 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 vraiment basse. Puis là, juste en supplémentant un petit peu de manière de base, on se rend compte qu'ils retrouvent un peu de leur vitalité, de leur énergie. Donc, tu sais, ça vaut la peine d'aller un petit peu plus large parfois dans comment on teste les prises de sang. Ouais, ça serait quoi les choses à tester? Mettons justement la femme dans sa quarantaine, elle commence à sentir des baisses d'énergie, différents symptômes. Il y a les hormones, bien sûr, qui sont en train de changer dans cette période-là, etc. C'est quoi les prises de sang? Qu'est-ce qu'elle devrait demander comme mesure c'est sûr que c'est du cas par cas, je comprends, là, mais de façon globale, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait checker, en fait? C'est-tu notre niveau de sucre sanguin? C'est-tu nos hormones au niveau de la thyroïde? C'est-tu justement des vitamines ou des minéraux précis dans notre sang? Tu sais, qu'est-ce que tu conseillerais, encore une fois, conseil très général, de checker, tu sais? Ouais. Si tu sais, premièrement, le bilan, il sert à savoir, OK, est-ce que j'ai des symptômes de périménopause, ménopause? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment les changements hormonaux ou j'ai quelque chose d'autre qui pourrait expliquer aussi mes symptômes? Donc, beaucoup de femmes ont des segments beaucoup plus irréguliers ou plus abondants dans la quarantaine. C'est super fréquent. Et ils peuvent facilement développer de l'anémie. Donc, tu sais, de faire on appelle une formule sanguine pour être sûr que l'hémoglobine est correcte. Mais ce qu'on constate souvent, c'est que même si leur hémoglobine est correcte, donc ils se vont dire, c'est beau, tout est beau, t'as pas d'anémie. Les réserves de fer se sont vraiment épuisées. Donc, exemple, la ferritine. Puis la ferritine, ça peut être à deux tranchants. En fait, on peut découvrir qu'elle est très, très basse, puis que justement, les réserves de fer sont en train de s'épuiser. Puis qu'on devrait soit modifier son alimentation, toujours en premier, c'est ce que je suggère pour essayer de voir
combien de fer je mange, quel genre de fer je mange. Est-ce que j'avais adopté une alimentation plutôt végane, végétalienne, puis peut-être que justement toutes les sources de protéines végétales qui, oui, sont absorbées, mais j'en prends pas assez en quantité, ou bien peut-être que je réintroduis un petit peu. Donc, de voir c'est quoi les priorités santé à ce niveau-là. Mm-hmm. Et par contre, la ferritine, à l'inverse, si elle est très élevée, peut aussi démontrer un état inflammatoire. Donc ça, c'est comme un autre penchant qui peut aussi expliquer certains symptômes. Ensuite, je pense que tout ce qu'on a mentionné justement, prédiabète, diabète, insuline, glycémie, Ouais. ça c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas assez dépisté en médecine traditionnelle en ce moment. Mm-hmm. Donc oui, bon, il y a l'hémoglobine glyquée, le HbA1c, qui est mesuré en médecine familiale, puis ce qui reflète en fait la glycémie sur 3 mois. Par contre, on dépiste pas assez ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie ou la résistance à l'insuline, qui est comme la première étape vers le diabète de type 2. Mm-hmm. Donc, une des choses auxquelles peut-être tes auditrices peuvent penser, celles qui ont fait du diabète gestationnel, donc du diabète de grossesse, exemple, c'est un marqueur, facteur de risque, exemple, de peut-être développer une résistance à l'insuline puis un diabète de type 2 plus tard dans la vie, dans les 10 ans, 15 ans qui suivent. Donc, peut-être d'être un petit peu plus à l'affût de ça. Mm-hmm. Mais moi, c'est une des choses que j'essaie de dépister plus tôt. C'est pas évident non plus de dépister la résistance à l'insuline. Il y a différentes façons de le faire. Mais puis aussi, dans la composition corporelle, il y a différents marqueurs là, justement pour voir la santé métabolique qui peuvent nous orienter vers ça. Mm-hmm. Donc oui, ça pour moi, je pense que c'est vraiment important. Puis tu sais, on parlait de poids, mais le poids, c'est pas juste le poids, c'est comme le poids est distribué comment? Ouais. Composition corporelle, la quantité de muscles versus de gras, le tour de taille. le tour de taille, exactement. Puis on sait que la graisse, en fait, qui est la plus inflammatoire, c'est vraiment au niveau de l'abdomen. Mm-hmm. Et puis, beaucoup de femmes peuvent avoir ou des hommes aussi, là, mais tu sais, si le gras est plus distribué sous-cutané, qu'on appelle les épaules, les bras, les jambes, ben ça veut pas nécessairement dire que la santé métabolique est affectée. Donc, ouais. oui. Ensuite, on a parlé, là, tu me parlais pour les autres labos, là, la thyroïde. La thyroïde Ouais, aussi, ça, je l'entends souvent. Oui, la thyroïde. Puis effectivement, tu sais, la thyroïde en médecine, quand elle commence c'est assez fréquent l'hypothyroïdie, quand la thyroïde se met à ralentir, il y a différentes causes. Puis on commence à la traiter en médecine quand le taux de qu'on appelle le TSH commence à monter. En haut d'à peu près, bon, s'il y en a qui connaissent les chiffres, là, autour de 5,5 à peu près. Bon, c'est là qu'on se pose des questions, on fait une corrélation avec les symptômes. Ce qu'on entend beaucoup, c'est comme OK, bon, là, quand on commence à traiter, les taux optimaux seraient en bas de 2 à peu près, autour de 2. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand on est entre 2 et 5? On n'est pas traité, on peut pas vraiment être traité, mais on sent qu'elle fonctionne pas bien. Mais c'est là, moi, que j'aime beaucoup parler justement des habitudes de vie. Puis oui, parfois, peut-être qu'on la traite pas assez agressivement pour certaines femmes, mais souvent, on se rend compte que quand on aide avec le stress, quand on aide avec le sommeil, quand on aide avec toutes les habitudes de vie, ben la thyroïde, elle se remet à fonctionner un petit peu mieux, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment important puis intéressant. Ce serait quoi les symptômes qui pourraient nous indiquer que peut-être on a une hypothyroïdie ou que justement notre thyroïde commence à ralentir un petit peu? Qu'est-ce qu'on peut ressentir au quotidien en tant que femme? Ben, de manière classique, le plus souvent, c'est assez difficile, là, l'hypothyroïdie. Les femmes ont pas tous les mêmes symptômes, mais disons de manière plutôt commune. Dans le fond, l'hypothyroïdie, c'est comme un ralentissement du métabolisme. C'est ça. Donc, oui, effectivement, un changement de poids, une prise de poids, ça peut faire partie des symptômes. Relié, dans le fond, le métabolisme qui va plus lentement, donc un transit plus lent aussi. Tu sais, on dirait que j'ai des selles moins souvent, ou je suis plus occupée, et qu'il y a ça. Changement aussi au niveau de la thermorégulation. Fait que l'inverse, un peu des chaleurs, c'est plus j'ai froid, j'ai des frissons ou j'ai la peau moite. Bon, ça encore, tu sais, c'est pas automatiquement relié, mais ça peut être un symptôme fréquent. Tout ce qui est aussi au niveau des cheveux, c'est quand même assez fréquent, mais encore là, la perte de cheveux, où mes cheveux sont plus friables, ils sont plus
Ça peut aussi être lié à d'autres débalancements hormonaux. Ou même des carences alimentaires. Tu sais, moi, je l'ai vécu, là. J'avais fait une grosse diète super extrême à 21 ans parce que, genre, je voulais refaire une compétition de patin. Puis, tu sais, j'étais vraiment, le manque de calories, manque de plein d'affaires. Puis, j'ai perdu le trois quarts de mes cheveux, littéralement, tu sais. Puis, j'avais aussi eu un choc émotionnel, genre, en tout cas, en même temps. Puis, je l'ai vécu personnellement, tu sais. C'était-tu parce que c'était ma thyroïde, tu sais? Je pense pas, là. J'étais en pleine santé, pleine forme à 21 ans, tu sais. Mais, c'est ça, j'avais vraiment tellement de carences, tu sais, sur une période de 2-3 mois. Fait que j'ai littéralement perdu le trois quarts de mes cheveux, tu sais. Wow. Ouais, ben c'est ça, effectivement. Fait que, tu sais, c'est un symptôme que, oui, ça peut être la thyroïde, mais il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent causer ça. Mais c'est ça. De ce que j'entends, tu sais, si on a plusieurs de ces symptômes-là, un petit peu plus froid, gain de poids, les cheveux peut-être qui perdent, on va faire nos labos, on n'est peut-être pas dépassé le 5,5, mais on est peut-être un petit peu en bas. C'est là que justement la prévention par les habitudes de vie, qui est le thème principal du podcast, ça peut vraiment nous aider là, au-delà d'attendre d'être rendu entre guillemets trop loin, puis de là d'avoir seulement recours à des médicaments peut-être pour nous aider là, tu sais. Oui, puis je trouve que c'est sûr que c'est difficile, mais par la quarantaine, la ménopause, la cinquantaine, c'est une période tellement critique qui va déterminer comment on va être à 60, 70, 80. Puis même si c'est difficile, même si justement on dit hey, je fais tout pareil, mais je change, ben c'est un bon moment, puis c'est ce que j'essaie vraiment de faire, d'apporter une réflexion sur soi-même, puis de remettre, de remettre ses priorités ou d'essayer de se recentrer sur son bien-être, de trouver des petites solutions aussi au quotidien, parce que les femmes, parfois, ont tendance à vraiment se mettre beaucoup de pression sur les épaules, à s'occuper de tout le monde, puis faut que j'aille au gym 5 fois semaine, faut que je mange ci, faut pas que je mange ça, faut d'être dans les restrictions. Puis c'est comme, faut pas le voir comme une montagne, puis des petits changements au quotidien, c'est ce qui va fonctionner à long terme. Puis c'est ce qui va vraiment soulager beaucoup de symptômes et ramener la vitalité, puis aider aussi à traverser la période. Puis on le sait que les femmes qui sont actives, puis tu sais, on parle pas justement d'aller au gym 5 fois semaine, de courir des ultramarathons et tout, mais juste d'être comme très, très active au quotidien. Les femmes ont beaucoup moins de symptômes ensuite quand ils arrivent à la ménopause, celles qui sont actives. Puis, les études semblent démontrer même que c'est relié aussi qu'il y a moins de maladies cardiovasculaires ou que celles qui en ont plus auraient peut-être plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. Ouais, on a le même discours. J'avais dit, même à Catherine aussi, tu sais, parce que vous avez fait, toi et Catherine aussi, différents ateliers durant la retraite en Italie, tu sais. Puis je m'entendais parler à travers vous. Tu sais, quand moi, j'ai fait mon atelier, c'est ça, Catherine est venue voir, et comme je m'entendais parler à travers toi. Puis c'est ça, que ça soit kinésiologie, médecin, tout ça, quand on parle de la santé intégrative, d'avoir ces différents professionnels de la santé-là qu'on travaille ensemble. Puis, on le voit, hein, je veux dire, j'ai invité tellement de gens différents sur le podcast qui, justement, ils ont différents titres dans la santé intégrative, mais on dit pas mal toutes la même chose au niveau de la base puis de la fondation du mode de vie, qui est l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, l'alimentation, puis bien sûr, tu sais, les relations, les connexions, tout ça. Donc, il y en a pas de miracle puis de magie, là, tu sais. C'est cool de t'entendre dire ça aussi, tu sais, avec l'expérience que tu as, les études que tu as, puis tu sais, l'expertise que tu as. Je veux revenir aussi à cette période-là. Bon, encore une fois, comme tu dis, quarantaine, cinquantaine, ça va nous préparer à, justement, dans quel état on va être 50, 60, 70 ans et tout ça. Qu'est-ce qu'il y en est de la santé mentale? Parce que là, on a parlé de certaines hormones, on a parlé de certains symptômes physiques qu'on peut ressentir, mais je le vois aussi beaucoup des femmes qui, dans cette période-là, vont devenir plus irritables, plus sensibles, plus impatientes, plus dépressives, plus anxieuses. Il y a beaucoup de maladies auto-immunes aussi qui sont diagnostiquées dans cette période-là. Il y a vraiment un lien, on le sait maintenant, entre le gut puis le cerveau, donc notre microbiote avec justement la santé mentale, dépression, anxiété. Tu sais, il y a vraiment un gros lien qui est là. Qu'est-ce qui est, puis je sais que ça va être vraiment très dur à répondre, mais qu'est-ce qui peut être la cause, le symptôme, la conséquence de quoi par rapport à notre santé mentale dans cette période-là? C'est-tu les hormones qui font en sorte qu'on se sent comme ça? C'est-tu quelque chose qu'on peut faire pour prévenir? Y a-tu des pistes de solutions pour que notre santé mentale reste relativement bonne et optimale pendant cette période-là, tu sais? J'aimerais ça t'entendre un peu sur les symptômes plus, justement, de santé mentale versus santé physique, quoique les deux sont très reliés, bien sûr, là.
Oui, oui, effectivement, c'est une question assez difficile, mais effectivement, dans les années de périménopause et la quarantaine, la fin de la quarantaine le plus fréquemment, j'entends souvent des femmes qui disent je me reconnais plus. Tu sais, donc c'est pas nécessairement des femmes qui ont un passé justement de santé C'est mentale ou ça. d'anxiété ou de dépression, puis qui disent je comprends pas, là, j'ai jamais été anxieuse de ma vie, puis là genre le moindre petit truc, ça me stresse ou tu sais vraiment bon, le hamster qui tourne et tout. Symptômes dépressifs aussi, puis tu sais c'est un grand classique justement de femmes qui se font prescrire des antidépresseurs dans la quarantaine. Ouais, c'est pour ça que je pose la question aussi. Tu sais, y Ouais. aurait-tu d'autres pistes de... Oui, complètement. Puis, je pense que ça, oui, c'est vrai qu'il y a une classe d'antidépresseurs qui fait partie de la liste des médicaments qui sont même dans la première ligne de choses qu'on peut donner pour les chaleurs en périménopause. Selon moi, ça devrait pas être la première solution, surtout qu'on sait que l'hormonothérapie est très sécuritaire pour la grande majorité des femmes. Donc, d'en arriver à donner un antidépresseur, ça devrait être vraiment un minimum de femmes pour des situations exceptionnelles qui reçoivent cette prescription pour les chaleurs, on s'entend. Mhm. Par contre, c'est sûr que oui, je veux dire, je pense qu'il faut vraiment faire un bon travail de médecin puis voir s'il n'y a pas des symptômes de dépression majeure ou, tu sais, de pas passer à côté de quelque chose de vraiment de santé mentale. Par contre, je le vois que vraiment, il y a certains changements hormonaux qui font en sorte que ça explose ces symptômes-là, beaucoup liés à l'anxiété. Une des façons Mhm. que j'en parle ou d'essayer de voir si tu mes hormones ou pas, Oui, c'est ça. c'est quand ça arrive de manière un peu cyclique, tu sais, de dire oui, j'ai encore mon cycle. Fait que là, souvent, ils se font dire, ah, t'as encore ton cycle, t'es pas en ménopause, tu sais. Non, non, mais là, les changements d'hormonal périménopause ont commencé. Puis souvent, ça arrive justement dans la semaine avant les règles. Donc, tu sais, d'avoir des syndromes, un syndrome prémenstruel pire que jamais. Hmm. Soit plus de douleur, de l'insomnie, de l'anxiété, plein de symptômes que j'avais, même de maux de tête, que j'avais pas avant. Mais ça peut être vraiment un signe que c'est lié au déficit hormonal qui commence. Puis, on parle beaucoup en préménopause, périménopause, ou tu sais, les premières années de la progestérone. Mhm. Puis effectivement, il y a même une étude récente chinoise, je crois, là, qui démontrait que la progestérone avait un impact sur le REM, donc sur le sommeil. Hmm. Puis ça, tu sais, je veux dire, de commencer à pas dormir, ça amène aussi plus de stress, d'anxiété, tu sais, quand tu Tellement, dors pas pendant tellement. des semaines et des mois. Fait que d'essayer fait que juste en supplémentant un petit peu avec la progestérone, parfois, on règle beaucoup de symptômes liés à ce qu'on a décrit, là, de Mhm. santé mentale. Puis tu sais, même des symptômes dépressifs, je me dis, si ça fait 3, 4, 1 an, 2 ans que la femme adore pas, ben c'est peut-être normal que là, secondairement, elle se mette Ouais. puis, tu sais, à arrêter de bouger parce qu'elle est trop fatiguée. Elle Mhm. s'entraîne plus. Tu sais, fait qu'on revient toujours un peu aux habitudes de vie, mais qui découlent peut-être d'un problème à la base hormonal, physiologique, mais qui après ça, tout découle aussi du fait que tu bouges plus, tu manges plus la bonne. Tu sais, quand tu n'as plus l'énergie de te faire à manger puis de manger la bonne chose, ben là, tu tombes T'as dans moins les d'énergie. ultra processed, tu sais, les aliments transformés ou des choses moins bonnes ou le resto. Fait Mhm. que c'est comme un genre de cercle vicieux aussi. Donc, oui, il y a Ouais. vraiment le changement, les changements hormonaux qui peuvent expliquer ça, comme la progestérone. Mhm. C'est ça, tout devient la cause, conséquence, symptôme de tout. Comme tu dis, on se ramasse dans une espèce de Oui, cycle, de cercle qui peut être causé par justement cette chute-là d'hormones qui commence à se passer. oui, Mais ce que ça fait dans notre quotidien va nous affecter. Tu sais, je veux dire, on le sait, là, quand on dort pas, on est moins patiente, on est plus sensible, on a envie de pleurer, puis on a envie de manger toute la journée. Puis pas manger du oui, brocoli puis du poulet, tu sais. Donc, le exact, fait que on a ces habitudes-là qui sont peut-être moins bonnes, ben ça fait en sorte qu'on dort encore moins bien, puis qu'on est encore plus stressé, déprimé, fait qu'on se tout à ramasse fait. dans une boule de neige qui est difficile à régler puis à se sortir de Oui. là. Puis le sommeil, honnêtement, je pense que le sommeil, on n'en parle pas assez. C'est vraiment l'un des piliers de la santé qui est négligé, puis qui Mhm. a un impact majeur sur la santé à long terme, puis aussi sur les symptômes. Ouais. Puis le sommeil, c'est tout le temps, je veux dire, que ce soit les jeunes enfants, que ce soit la job, que ce soit je vais me lever tôt pour aller m'entraîner avant d'aller travailler. On est tout le temps en mode, oh, le sommeil, il viendra plus tard. Oui, bon, oui, Mhm. il y a un des troubles de sommeil, c'est-à-dire je me réveille tout le temps, puis je dors pas, puis j'essaie de dormir. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui réduisent leurs heures de sommeil parce qu'ils n'ont Ouais, pas le temps, c'est ça. ils mettent un peu de côté. Puis, on sait que le manque de sommeil joue sur la sensibilité à l'insuline, comme j'ai dit, et que ça peut Mhm. amener vraiment, joue sur le niveau de cortisol qui augmente. Donc, insuline, cortisol,
justement, changement corporel, Ah ouais, métabolisme. c'est dans un beau cocktail là, pour... Un beau cocktail, là, c'est vraiment... Ouais. Puis tu sais, Ariane, on en entend plein de trucs pour mieux dormir, là, hein, pour être sur les écrans, être dans un environnement qui fait noir, qui est pas trop chaud, avoir une routine du soir pour nous aider à se calmer, à se préparer pour le sommeil. Et il y en a qui font tout ça et que ça devient quand même difficile de dormir. Toi, t'en as-tu d'autres trucs où tu as vraiment ce discours-là aussi d'avoir des saines habitudes de vie, une hygiène de sommeil, se coucher à peu près à la même heure, se lever à peu près à la même heure, s'exposer à la lumière du matin, tu sais, il y en a, il y en a, il y en a. C'est-tu parce que on le fait pas tout ça tout le temps de façon constante qu'on n'arrive quand même pas à bien dormir? Est-ce que là, justement, d'aller peut-être en hormonothérapie devient une solution super pertinente? C'est quoi tes conseils puis ton point de vue là-dessus? Ouais, quand, tu sais, l'insomnie, parfois, il y a la perception aussi. Fait que plus, des fois, si on est trop rigide sur la routine, qu'on y pense trop, puis qu'à tous les Ah, jours, ça nous rend anxieux, je pense que ça peut aussi amplifier le problème. Donc, bon point. peut-être si on est trop dans le j'essaie les routines, il y a comme le lâcher prise, peut-être qui peut aider. Ça me fait penser Après à, ça, excuse de te couper, là, mais ça me fait penser à, mettons, tu te couches tard, puis là, tu sais qu'il faut que tu te réveilles, mettons, à 6 heures, puis là, t'es comme, oui, là, tu te réveilles à chaque 40 minutes, non, il me reste 5 heures à dormir. Là, tu te rends, ah, il me reste 4 heures à dormir, tu sais. Puis tu stresses du fait que t'as pas beaucoup d'heures de sommeil, fait que ça exact. empêche de dormir dans tes peu d'heures de sommeil. Bref, Oui, c'est c'est ça, un bon point. oui. Oui, puis en fait, moi j'essaie d'impliquer aussi tu sais, ce qu'on appelle les wearables là, ou pour les femmes qui sont intéressées ou pas, sans pression, mais des fois ça peut être intéressant d'avoir du data ou de l'information qui dit, hey, j'ai l'impression que j'ai pas dormi de la nuit, puis finalement, même si c'est pas fiable à 100%, là, les montres ou les bagues ou les objets qui peuvent nous démontrer notre sommeil, mais de juste faire, hey, finalement, j'ai dormi plus que je pensais. Fait que là, peut-être que ma journée elle va mieux partir. Fait que ça peut être intéressant. L'autre manière de l'intégrer aussi, ces outils-là, c'est de voir qu'est-ce qui, justement, dans ma routine, le soir, ou que je fais, ou dans ma journée, impacte mon sommeil, puis là, de comparer d'une nuit à l'autre avec le même outil. Fait que, je pense que les outils sur, justement, les stades de sommeil sont pas là aujourd'hui en mode précis, mais quand on le compare à nous-mêmes d'une nuit à l'autre, ça Ah. peut nous donner des indicateurs. Puis deux choses auxquelles, souvent, peut-être qu'on pense pas assez, c'est mon exercice, mon sport, je le fais quand dans ma journée? Tu sais, parce que ça peut empêcher peut-être de se calmer le soir Puis l'autre chose, c'est l'alcool. Ouais. Tu sais, je pense qu'on minimise un peu l'impact de l'alcool sur le sommeil parce que dans le fond, l'alcool, ça endort. Fait qu'on se dit oui, mais j'en ai comme ça me relaxe, ça me détend, j'en ai besoin, nanana. Oui, peut-être. Puis c'est vrai que ça amène certains bénéfices au niveau cardiovasculaire ou tu sais, c'est comme ça peut être agréable socialement. Puis c'est pas non plus pour démoniser l'alcool, mais clairement que ça a un impact sur le cerveau durant la nuit. Et puis sur ce qu'on appelle la variabilité cardiaque dans la nuit, donc le sommeil, il y a moins de sommeil profond, il y a un sommeil moins récupérateur. Donc le moment, tu sais combien de consommation j'ai pris dans ma soirée, tu sais, puis à quelle heure aussi. Ça revient un peu au, tu sais, l'alcool c'est un grand sujet aussi. Puis moi, de la manière, puis les recommandations ont changé récemment aussi. Puis il y en a qui disent, oh non, c'est trop strict. Non, mais l'alcool, ça fait partie de la vie. Faut pas, dire à tout le monde d'arrêter de boire. Bon, c'est comme un grand débat, mais moi, j'en parle comme, boire en pleine conscience. Mm. Puis je trouve que l'alcool, ça fait vraiment partie de la pression sociale aussi. Ouais. Puis souvent, les femmes boivent un peu par réflexe ou parce qu'ils l'ont toujours fait, puis pas parce que ça leur procure un énorme plaisir. C'est ça, c'est par habitude ou parce que le conjoint, il prend une bière quand il finit de travailler, puis tant qu'à y être, moi aussi, je vais prendre un drink, tu sais, ou... Tu sais, c'est pas normal que tu vas dans une soirée puis si tu bois pas, bon, peut-être plus en périménopause, là, mais... Le mot se passe, là. C'est sûr que t'es enceinte parce que tu bois pas ce soir, tu sais, c'est comme... Mais, tu sais, ça devrait pas être ça. Ça pourrait être juste comme, mais ce soir, ça me tente pas. C'est tout, tu sais, comme pourquoi t'as besoin de te justifier parce que tu prends pas une consommation un certain soir, même si c'est un party, même si c'est une soirée d'anniversaire, même si il y a énormément de pression. Aller à un bar, ça change rien. C'est pas, tu sais, comme... On devrait pouvoir prendre cette décision-là sans avoir à en parler, même que ce soit un cas. C'est un peu ça le problème, tu sais. Fait que sans sentir que faut que je me restreigne et tout. Et si ça me tente vraiment, go, vas-y, tu sais, fais-la ta soirée le fun, mais c'est ça. Un choix intentionnel. C'est ça, ouais, exactement, intentionnel, oui, tout à fait.
Non, vraiment des bons points. Mm. Puis c'est ça, pour parler un petit peu de l'hormonothérapie, ça, j'ai adoré quand tu nous as vraiment bien expliqué en Italie, tu sais, justement, la grosse étude qu'il y avait eu, je me souviens plus en quelle année, mais qui avait fait peur à tout le monde. Fait que là, tous les médecins avaient arrêté de prescrire des hormones. Et là, justement, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des trucs faussés, pas faussés, mais en tout cas, tu pourras mieux nous l'expliquer que moi. Et ce qui fait en sorte que, ben, de nos jours, il y a plus de femmes qui ont accès à l'hormonothérapie. Tu as mentionné tantôt, c'est sécuritaire pour la grande majorité des femmes. Faut pas nécessairement avoir peur de tout ça. Et au contraire, ça peut faire tellement de bien à beaucoup de femmes qui, justement, ça fait 5-10 ans, qui vivent avec des symptômes, qui cherchent des solutions, qui ont essayé tous les trucs naturels. Donc, j'aimerais ça t'entendre, justement, sur ces nuances-là par rapport à cette étude-là, puis par rapport à l'hormonothérapie en 2025. Ouais, gros sujet. Mais pour moi, c'est pas simple, mais ben, premièrement, en périménopause, je pense que l'hormonothérapie a vraiment sa place, mais est beaucoup plus compliquée à prescrire. Parce que, comme on a dit, il y a beaucoup de facteurs confondants. Bon, après ça, tu sais, de dire, OK, ben, on va l'essayer, on s'en reparle, puis tu sais, si dans 6 mois, ça n'a pas changé grand-chose, ben, peut-être que t'es pas rendu là. Puis tu sais, on l'arrête. Tu sais, de le faire comme ça en mode essai-erreur, mais il faut juste être prêt mentalement à comprendre que c'est pas une solution miracle puis que ça se peut que ça fonctionne pas ou ça se peut que oui, ça change ta vie puis que tu te sens vraiment mieux, tu sais. Okay. Fait que d'être ouvert à ça. Ensuite, quand on arrive vraiment aux années, tu sais, les 2 années autour de la ménopause, de la transition, c'est souvent là que les symptômes sont le pire. Puis c'est souvent là que les femmes se font dire non ou t'en as pas encore besoin, ben non, t'as encore un cycle, mais c'est ces années-là où ça crée vraiment de grandes souffrances, puis que l'accès à l'hormonothérapie devrait vraiment être augmenté. Je veux dire, c'est justement cette étude-là en 2002 là, qui avait été publiée puis arrêtée de façon précipitée a fait en sorte que du jour au lendemain, les femmes qui recevaient de l'hormonothérapie ont arrêté d'en recevoir. On est passé de comme, je sais pas, à peu près 75% peut-être des femmes en ménopause qui avaient besoin de cette prescription-là à moins de 5-10%. Puis même encore aujourd'hui, on est à peu près autour de 5-10% des femmes qui viennent d'être ménopausées, qui souffrent de leurs symptômes de transition de ménopause et qui se font dire non, t'offres tes symptômes, t'en as pas besoin ou c'est dangereux. Puis ce discours-là, il faut que ça change. Puis la raison pourquoi cette étude-là est vraiment terrible, en fait, je dois dire, c'est que, premièrement, le but de l'étude, c'est une étude qui a été faite sur 65 000 femmes aux États-Unis. Premièrement, la raison, c'était pour voir est-ce qu'on devrait donner des hormones à tout le monde pour les protéger de leur maladie cardiovasculaire. Donc, le but, c'était même pas de voir est-ce qu'on les aide dans leurs symptômes. C'était par rapport aux maladies cardiovasculaires. Donc, on a inclus des femmes beaucoup plus âgées qui avaient déjà même des maladies cardiovasculaires pour voir l'incidence et tout. La moyenne d'âge était de 62 ans, 63 ans dans mon souvenir à peu près. Ce qui est comme 10 ans de plus que vraiment la ménopause. Ensuite, cette étude-là, malheureusement, puis on a eu le recul, puis il y a une révision de ces femmes-là. 17 ans plus tard, là, on a republié puis revu les chiffres, puis il a clairement démontré que les femmes qui recevaient que des estrogènes, puis là, on parle même pas d'hormones bioidentiques, non bioidentiques, là, parce que dans l'étude, c'était une seule sorte d'hormone qui était l'hormone conjuguée équin, là, qui est ce qu'on appelle communément dans ce qu'on entend parler des hormones synthétiques avec la progestérone, des progestines. Donc, c'était une sorte d'hormone, mais peu importe, ceux qui recevaient juste des estrogènes ont eu moins de cancer du sein et sont moins décédés du cancer du sein. Puis, ce qui a été véhiculé à l'époque, c'est que les hormones donnaient le cancer du sein. Donc, tu sais, il y a vraiment beaucoup de fausses informations, malheureusement. Puis, quand on parle du côté sécuritaire, justement, en fait, c'est comme un peu un moment excitant là en ce moment parce que la semaine dernière, ou dans les 2 dernières semaines, récemment, il y a eu un gros panel d'experts sur la ménopause qui sont allés voir la FDA, justement, aux États-Unis. Parce que une des choses que je constate, et puis que beaucoup de médecins constatent aujourd'hui encore, c'est qu'on conseille les femmes, on leur donne la médication, on les rassure, on essaie de les aider, les soulager, on leur donne une prescription, ils sortent de la rencontre comme enthousiastes, contentes, ils vont à la pharmacie, ils mettent la petite boîte sur leur table, puis là, c'est écrit en gros, en noir, ça vous donne des AVC, ça vous donne le cancer, puis ils la laissent dans leur tiroir, puis ils la prennent jamais. Puis là, ouais. Puis ça, c'est vraiment ce que les médecins, les experts demandent à ce que ça change. Là, je parle surtout de ce qu'on appelle les estrogènes vaginales ou locales. Puis ça, c'est un des symptômes qu'on n'a pas parlé encore, mais qui amène beaucoup de souffrance chez les femmes, et les femmes en parlent très, 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 très peu.
oui, de sécheresse vaginale, de prurite, donc ça pique tout le temps, mais même sécheresse au point de dire je marche puis ça me fait mal, j'ai de la misère à rester assis tellement c'est sec. Mm-hmm. Ensuite, tout ce qui est aussi au niveau du plancher pelvien, des fuites urinaires, puis même des infections urinaires à répétition. En ménopause, il y a énormément de femmes qui se font traiter par antibiotiques, qui sont en train de scraper leur microbiote, comment dire. Ouais. Ah Puis dans ouais. le fond, c'est juste qu'il manque d'estrogène puis de testostérone local. Parce que Hmm. ces hormones-là, ben, ils jouent un rôle énorme sur tout ce qui est aussi vessie par voie vaginale. Donc, en la traitant localement, on le sait que l'absorption systémique, donc, tu sais, les taux sanguins sont extrêmement faibles, sont même non dépistables quand on fait des prises de sang. Ils sont super sécuritaires pour 100% des femmes. C'est sûr que si vous avez un cancer du sein actif, hormonodépendant, vaut mieux parler avec un expert et tout, mais c'est ce que la science démontre en ce moment, c'est que presque 100% des femmes peuvent se faire prescrire ces traitements-là vaginales, je parle vraiment Mhm. local, et qui aident énormément plusieurs symptômes en ménopause. Donc, c'est ce que les experts demandent en fait à la FDA, qui est aux États-Unis, mais Ouais. idéalement, c'est au Canada aussi, que les compagnies enlèvent l'avertissement de pas et de pas mettre toutes les hormones dans le même panier, dans le Ben, fond, c'est parce que ça. les hormones qu'on prend par la bouche, c'est pas comme les hormones qu'on met sur la peau. Mhm. Puis les hormones systémiques, donc qui viennent atteindre tout le corps, sont pas comme les hormones locales. Donc d'essayer de, tu sais, distinguer ça. Puis après ça, il y a aussi beaucoup de débats sur justement les hormones synthétiques, non hormonobiotiques, bioidentiques. Mais donc d'essayer de distinguer tout ça, puis de faire plus d'études aussi par rapport à ces hormones-là. Là. Ouais. Mhm. Mais comme tu dis, c'est un gros sujet, puis je pense que qu'est-ce qu'il Oui. faut retenir, c'est que c'est sécuritaire pour la majorité des femmes. Il y a Mm. différents types d'hormones, faut pas les mettre dans le même bateau, toute la gang. Il y a beaucoup plus Mm. de nuances, il y a une individualisation à faire aussi selon notre santé, nos symptômes, notre période de vie. Mais Complètement. que effectivement, tu sais, de rester dans la mentalité de 2020, de 2002 que ça va donner le cancer puis des AVC puis tout ça, c'est pas nécessairement fondé là. Non, effectivement. Puis, ce qu'il faut retenir aussi, là, c'est que c'est clair que les évidences en ce moment, dans les 10 ans suivant la ménopause, on est vraiment dans des zones sécuritaires et où OK. les bénéfices surpassent les risques. Hmm. Donc, à peu près jusqu'à 60 ans dans les 10 ans après la ménopause, mais ça peut aller au-delà de ça, comme on a dit. Après ça, c'est Ouais. individuel, ça prend une discussion. Puis moi, j'en prescris l'hormono s'il faut passer 60 ans ou quand ça fait plus que 10 ans, mais il faut juste parler un petit peu plus de peut-être les risques qu'on connaît pas ou Mhm. de le faire de manière vraiment individuelle. Mais avant ça, vraiment, c'est clair. Puis pour la prévention aussi de certaines... en ce moment, tu sais, la seule raison, si on veut, de dire oui, l'hormonothérapie est bonne en prévention, c'est pour la santé des os. Donc, pour OK. l'ostéoporose, on sait que oui, même les femmes qu'on a dit qui sont ménopausées très jeunes, en bas de 45 ou même 40 ans, ben souvent même on va leur donner la pilule, tu sais, parce que la pilule, dans le fond, c'est une hormonothérapie. C'est la même chose, c'est juste que c'est comme 3 fois plus fort que de l'hormonothérapie de ménopause. Hmm. Donc, ça protège les os. Après ça, tout ce qui est la question, est-ce que ça protège le cerveau? Est-ce que ça protège le cœur? Ben, c'est là qu'en ce moment, les C'est études, pas ils encore tentent. clair. C'est ça, c'est pas encore clair. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le plus longtemps qu'une femme a ses propres estrogènes, donc elle en produit, on le sait qu'elle est protégée des maladies cardiovasculaires. Mais Mhm. après ça, la question, c'est si on en donne quand les estrogènes partent, est-ce que ça fait le même effet? C'est ça. Mais ça, on le sait. Les estrogènes, ça protège les vaisseaux, ça protège le cerveau. Quand je parle de nos propres estrogènes, Mhm. ça affecte aussi la sensibilité à l'insuline Ouais. et c'est anti-inflammatoire. Mhm. Donc, Puis tu sais, toutes on nos peut... habitudes de vie, dans tous nos piliers de la santé, j'imagine que ça peut nous aider à continuer à produire notre propre estrogène un petit peu plus longtemps ou pas nécessairement. Et y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire pour anticiper puis essayer justement de produire ça le plus longtemps possible? Oh, ça, c'est une excellente question. J'ai pas vu de data là-dessus qui dit qu'on peut vraiment impacter, mais en fait, je veux dire, c'est clair qu'il y a un côté des habitudes de vie, exemple justement athlète de haut niveau, tu sais, on le voit que si tu t'entraînes trop ou pas assez ou si bon, ça peut impacter les hormones. Après ça, de Ouais. dire ça va avoir un impact sur l'âge de la ménopause, je ne pense pas. Je pense que OK. l'âge de la ménopause
assez génétique. Tu sais, on peut un peu voir, OK, la mère a eu la ménopause à quel âge? Puis après ça, ben, il y a une réserve ovarienne qui s'épuise tranquillement. Puis ouais, je pense pas qu'on peut vraiment l'influencer malheureusement. Puis on n'a pas trop de moyens non plus de la prédire. Tu sais, il y a pas de test en ce moment que je peux faire puis qui te dit oui, ta ménopause va arriver dans 5 ans. C'est ça, c'est ça. Ouais, Parce que tu peux avoir des symptômes pendant 2 ans ou tu peux avoir des symptômes pendant 10 ans. Tu sais, moi, ma mère, elle a eu des symptômes tellement longtemps puis elle se disait, coudonc, ça va arriver, là, ma ménopause, ça va arriver, puis ça a été super long, tu sais. Alors que, tu sais, j'ai des amis qui ils ont eu des symptômes 1 an, puis la ménopause est arrivée après, puis c'était un petit peu plus rapide. Donc, effectivement, c'est dur à prévoir. Je sais pas si tu connais la docteure Mindy Pelz. Oui. Je lisais son livre dernièrement, Fast Like a Girl, tu sais, puis elle parle du jeûne, mais aussi de comment se nourrir en lien avec notre cycle et aussi quand on est en périménopause, ménopause. Et elle a beaucoup d'aliments qui viennent soutenir justement les hormones, donc estrogène, progestérone. Ceci étant dit, elle dit pas, puis il y a pas d'études dans son livre qui démontrent que ça pourrait justement retarder la ménopause ou retarder la chute d'hormones, mais il y a des choses qu'on peut faire au niveau de l'alimentation qui peuvent venir soutenir ces hormones-là à différents moments du cycle ou dans cette période-là, qui sont quand même super intéressants, tu sais. Fait que si jamais, Mindy Pell, c'est une belle ressource aussi pour tout ce qui est alimentation pour les femmes, là. Ben, oui, puis ça, comme je pense que c'est vraiment de la recherche qu'il faut qu'il se fasse. Puis effectivement, tu sais, de regarder le cycle, tu sais, c'est une des raisons pourquoi les femmes ont été exclues des études jusqu'en 93 à peu près, parce qu'on se disait, ben ils ont un cycle, donc c'est trop compliqué à étudier. Puis 2, ils vont peut-être tomber enceinte puis sortir de l'étude. Donc il manque vraiment des études, mais je suis persuadée qu'il y a un impact. Puis sur l'alimentation. Entre autres au niveau de la gestion du cholestérol aussi, parce que le cholestérol fait partie aussi de la synthèse des hormones sexuelles. Exact. Puis là, on est beaucoup dans plein de choses dans l'alimentation qu'on prend modifie notre cholestérol. Il y en a qui se font prescrire des médicaments pour le cholestérol qui peuvent aussi impacter. Donc, c'est tout interrelié, là. Puis j'ai vraiment hâte qu'il y ait plus de... là-dessus. C'est clair. En attendant, bougez, mangez plus près de la nature possible, prenez soin de votre santé mentale avec des belles relations, priorisez votre sommeil, votre gestion du stress, puis vous allez quand même très bien équipé pour passer à travers cette période-là, hein, qui peut être vue comme quelque chose de positif. Tu sais, on parle souvent de, mon Dieu, c'est une période horrible, puis négative, puis difficile, mais je pense qu'entre autres, sur le site de Coral, il y a une belle phrase, tu sais, la ménopause, ça devrait être une opportunité ou quelque chose du genre, là, tu peux mieux la dire que moi, mais c'est ça peut être ça, c'est une période de la vie où est-ce que la femme aussi met ses limites, puis se connaît, puis justement prend un petit peu plus de temps pour elle, tu sais. Donc, je pense qu'il faut quand même voir ça aussi comme quelque chose de, oui, pas nécessairement facile avec ce changement hormonal-là, mais que ça peut être beau, tu sais, puis ça peut être positif, puis ça peut amener un beau chapitre de vie pour la femme, là, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Faut le voir comme grandir dans une période de difficulté. Notre mission, vraiment, c'est de aider les femmes à être la meilleure version d'eux-mêmes. Peu importe l'âge et le taux hormonal. C'est ça. Puis autant la meilleure version de soi-même, autant justement mentale, physique, relationnelle aussi. Tu sais, on l'a à peine mentionné, mais les relations sociales, ça fait vraiment partie. Relations sociales positives. Ouais. font partie des piliers de la santé aussi. Donc, effectivement. Ouais. Good. Merci Ariane. On arrive à la fin de la conversation. C'est super intéressant. J'apprécie vraiment ton temps, partage. Une chose que j'aimais aussi de toi et Catherine, vous vulgarisez vraiment bien. Donc, il y a des concepts justement des fois qui sont nébuleux, qu'on comprend pas, qu'on n'a pas les réponses qu'on trouve. Ben ça fait du bien de se les faire expliquer de cette façon-là, vraiment de façon vulgarisée, terre à terre, simplifiée. Donc, je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller visiter ta plateforme Coral. Oui, c'est ça. Moi, actuellement, mon focus est vraiment avec la plateforme. Parfait. J'essaie d'être présente aussi, c'est ça là, avec des podcasts ou des conférences, ou essayer de vulgariser le plus possible, de rendre l'information le plus accessible possible. Puis, ce que je veux dire aux femmes aussi là, c'est de se faire confiance, vraiment. Donc, de pas s'arrêter à une opinion, puis d'essayer d'aller en chercher le plus possible, parce que c'est facile aussi avec ce qu'on reçoit dans les médias de tomber dans un dogme ou dans une spirale vers une information, mais d'essayer d'aller contredire ou voir les différentes opinions, différentes sources d'informations, parler aux gens autour de vous, ayez pas peur de parler de vos symptômes, vos amis, vos sœurs, vos mères, tout le monde, puis d'essayer d'aller chercher différentes sources d'informations pour valider ce que vous pensez, mais faites
faites-vous confiance aussi Ouais. dans vos symptômes. C'est ce qu'on essaie d'enseigner aussi, tu sais, de comprendre son corps pour après ça mieux agir. Tellement. Les femmes, on Ouais. est tellement intuitives, hein. Puis je veux dire, toutes les réponses Oui. qu'on a sont à l'intérieur de notre corps. On a littéralement un womb, un utérus qui nous dit tout ce qu'on a de besoin, tu sais, Mm. tant au sens littéral que figuré, là. Donc, connecter avec votre corps. Puis j'aime qu'on finisse là-dessus, tu sais, se faire confiance, puis développer un esprit critique, puis du discernement aussi Oui. en faisant nos propres recherches, en jasant, là. Je pense que c'est un peu ça aussi qui se passe. On en parle de plus en plus. Fait que c'est super. Moi, je suis super contente à 34 ans de déjà être tellement dans ces conversations-là. Tu sais, c'était pas le cas il y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est quand même bien dans les dernières années et de plus en plus qu'on ouvre cette conversation-là aussi pour les femmes. Là. Mais il faut se dire que c'est pas one size fits all. Exact. Autant au niveau de l'alimentation que l'exercice physique, tu Tellement. sais, c'est qu'on entend à gauche, à droite, ça s'applique. C'est vraiment, faut voir qu'est-ce que moi, ça fait à mon corps puis qu'est-ce qui me fait du bien. Ouais, exactement. Ça, c'est super important. Au-delà de qu'est-ce qui est écrit sur Internet ou le programme que tu dois suivre, qui est, tu sais, c'est comme qu'est-ce qui te fait du bien. Donc, merci Ariane. Oui, merci Claudia. Il me reste une dernière question à te poser que je pose à tous mes invités en fin de conversation awesome. Est-ce que tu as une citation ou un mantra préféré que tu voudrais nous partager pour conclure l'épisode aujourd'hui? Mon Dieu, ouais. Récemment, on parle souvent d'être le PDG de sa santé. J'aime ça. Donc, de prendre le contrôle sur sa santé, puis ouais, c'est ça. Ouais, être le PDG de sa santé. J'aime ça. Good. Voilà. Merci Ariane. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.